donc une petite présentation, 30 minutes ça va être chaud, mais on va essayer de mettre le turbo. Nmap, pièges et astuces pour les pentesters. Bon, je pense que dans l'assemblée, il y a quelques personnes qui sont intéressées, qui ont au moins utilisé Nmap une fois. On va l'aborder différemment. Qui je suis rapidement, parce qu'à la rigueur, ça on s'en fout, quoi. 20 années d'expérience dans le domaine de la sécu. Donc moi je parle de SSI, la cyber, je suis désolé, c'est un peu nouveau pour moi. De l'audit, du pentest, de la Red Team, au profit du ministère des Armées et de la DGA. Je suis chez Airbus Defense and Space Cyber depuis 2019 et je suis un gros noob en recherche de vulnérabilité depuis 2021. Quoi. Je suis accompagné de Flavien Dola et Nicolas Delay qui sont passés hier et aujourd'hui. Et je suis également intervenant à l'ISTIC Rennes, je leur fais de la pub, Sub de Vinci, puis l'IMT Atlantique à Rennes. Quoi. Le rapide plan, le contexte, le contexte Pentest et Red Team. La présentation de Nmap, alors ça c'est un peu grossier. Hein. Et puis quand même le plus important, on va regarder sous le capot, quoi. Sinon c'est pas intéressant. Quoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce type de prestation? C'est-à-dire que lorsqu'on commence une prestation de pentest ou de Red Team, la première phase importante, c'est tout ce qui concerne la prise d'empreinte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a actuellement sur le réseau. On a besoin de cartographier les différents systèmes, les différents services. Et cette phase est importante parce que, elle est très bruyante. C'est là où on a potentiellement plus le risque de se faire cramer. Et d'autre part, s'il y a une machine qu'on n'a pas vue, on va pas revenir après, quoi, pour des contraintes de temps. Et puis aussi parce qu'une fois qu'on a le nez dans le guidon, on n'y revient pas, quoi. C'est un peu évident. Mais on n'a pas que ça comme contrainte. On a aussi les contraintes de furtivité, quoi. Donc quand c'est en pentest, généralement, on s'en tape. Hein. La prestation, c'est une semaine. Le but du jeu, c'est de trouver des vulnérabilités. Lorsque c'est en mode entraînement pour le SOC, ce que certains appellent les Purple Team, bon là on fait varier le curseur. C'est-à-dire que on peut simuler un attaquant lambda, un script kiddies, et puis on peut simuler quand même une attaque un peu plus évoluée, quoi. Et enfin dans les missions de type Red Team, là on essaie de pousser le curseur un peu plus haut, d'une part, et après on va le pousser encore plus parce que lorsqu'on aura bossé pendant 3 ou 4 semaines pour rentrer dans l'entreprise et qu'on doit réaliser un scan ou une découverte d'une nouvelle topologie, lorsqu'on va appuyer sur Entrée, on va vraiment se poser la question. Quoi. Pour ça, Nmap. Alors je vais pas m'étendre là-dessus. Hein. Nmap, c'est un vieux coucou, vous l'avez tous déjà utilisé. La première version date de 97 et la dernière version, je crois que c'est novembre 2022, c'est assez récent, novembre ou septembre 2022. Quoi. Il y a du C, C++, LUA, il y a aussi du Java. Et c'est pas une chimère, il y a vraiment du Java dans Nmap, c'est dans les plugins en fait qu'il faut gratter ça, quoi. Alors le premier point important dans Nmap, il y a 2 modes de fonctionnement. Il y a lorsqu'on est root, c'est-à-dire lorsqu'on dispose du privilège raw socket, et lorsqu'on est simple utilisateur, quoi. C'est 2 fonctionnements complètement différents, quoi. Dans le premier mode, Nmap lui va essayer de construire ses paquets, c'est-à-dire qu'il va construire du premier octet jusqu'au dernier. Il prend l'adresse MAC 1, 2, 3, 4, 5, 6, il met par la suite les 6 autres. Les 4 autres octets sur le type de protocole suivant, voilà, il construit tout, quoi. En mode simple utilisateur, là c'est la libc classique, on va dire, c'est les fameux, vous savez, connect que vous avez quand vous codez en C, une connexion TCP, c'est connect ou bind. Enfin, c'est des trucs assez, on va dire, assez basiques, quoi. De toute façon, moi ce que j'ai mis, quand Nmap il n'est pas d'accord, si vous ne disposez pas de suffisamment de privilèges, pour s'exécuter, par exemple, là c'est scan UDP, c'est un peu logique, mais si vous mettez un scan où il fait simplement j'envoie des acknowledge pour savoir comment ça réagit en face, ça c'est pas vrai, ça respecte pas trop la RFC, donc il a besoin de construire ses paquets et là il gueule. Normal. Un cas de figure qu'on voit assez souvent sur ces 5 dernières années, on voit, on a des serveurs, on a pas mal de docs sur des tutoriaux d'ailleurs qui sont pas mal, par d'autres concurrents d'Airbus, il faut le souligner, quoi. Où on fait une connexion SSH, on va rebondir sur un serveur via un SOX, et l'outil que vous connaissez certainement, je pense, pour la plupart, c'est ProxyChain, quoi. ProxyChain, le truc magique, ça nous permet de soxifier une application dans le SOX qu'on a défini auparavant, en l'occurrence le CSH-D qu'on a vu. Lorsqu'on le fait dans ce cas de figure, on arrive bien à joindre le port 445. Cool. Lorsqu'on se fait en tant que root, ça n'a aucune chance de marcher. Donc celui qui dit « Ah si, j'ai déjà fait, ça marche », c'est un gros fail, c'est pas possible. Parce que Nmap va détecter comme quoi il est en tant que root, il va construire ces fameux paquets, il va pas utiliser la libc, il va pas utiliser connect de la libc, ça ne passera pas par ProxyChain. Au final, la cible, vous l'aurez pas, quoi.
Alors oui, c'était juste après le petit commentaire. Ça veut dire ah ouais bah ouais c'est évident. Enfin, il y a même des personnes qui ont quelques années d'expérience derrière et qui se font quand même avoir bêtement quoi. Donc Nmap en tant qu'utilisateur c'est largement suffisant. Ça dépend ce qu'on cherche bien entendu. Mais en tout cas pour ce cas de figure c'est utilisateur ou sinon il y a l'option "unprivilege" qui permet de dire à Nmap surtout ne travaille pas, n'essaie pas de construire tes paquets, fais un fonctionnement classique comme si tu n'avais pas de privilège quoi. Et on va prendre un exemple qui est tout simple, c'est nmap-sv. Donc sv, c'est pour récupérer les numéros de version, les bannières, quoi. Et puis une adresse IP lambda, quoi. Donc ce qu'on voit dans notre terminal, on voit cool, la machine est up, on a de la chance. On a trouvé le port 443 TCP, il est ouvert. Et après, on a la caractérisation du service. Donc quel est le serveur en face, éventuellement, enfin pas quel est le serveur en face, l'empreinte du certificat, etc., etc. Au sein d'Nmap, mais en fait, ça se décline en différents, je dirais, moi j'appelle ça des étapes. Enfin, ça c'est mon petit langage à moi, quoi. Donc, pour savoir si la machine, pour la découverte de machine, c'est le pin scan. Donc, vous pouvez le voir quand vous faites le debug d'Nmap. Après, il y a la résolution DNS qui est faite sans vous le dire. Il y a le service scan pour savoir s'il y a effectivement de la vie en face. Et après, il y a deux phases de mécanisme pour identifier ce qu'il y a effectivement sur le service que vous avez découvert, quoi. Déjà, le pin scan, en tant que dans un même sous-réseau ou dans deux sous-réseaux différents, ça marche pas de la même façon. Et en plus, quand on est route, ou quand on est, alors ça c'est un abus de langage, mais quand on a les privilèges raw socket, quand on les a pas, ça marche encore différemment. Dans un mode privilégié, donc raw socket, dans un même sous-réseau, eh bien ça fait un scanner RP. On va dire c'est super logique, ça marche bien, c'est quand même super discret, quoi. Parce que les sondes généralement elles regardent pas à ce niveau-là, quoi. Donc ça marche plutôt bien et c'est discret, quoi. Si c'est pas le cas, faire un scanner RP, ça respecte pas vraiment le principe de fonctionnement d'une connexion TCP, c'est pas prévu pour. Et auquel cas, Nmap, lui, il va réaliser, c'est assez marrant, il va réaliser deux connexions, un 80 SYN et un 443 SYN, les deux en TCP, et il va observer le résultat, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction du résultat qui va être renvoyé, est-ce que la machine est up, est-ce que j'arrive à joindre le service, concrètement, est-ce que je me prends un ICMP, est-ce que je me prends un reset, il va déduire si la machine est effectivement présente sur le sous-réseau, quoi. Quand les sous-réseaux sont différents, en tant que route, voilà, c'est un peu la fête au village. Parce qu'il construit ses petits paquets et il va envoyer donc l'ICMP Echo Request, le 80 Acknowledge en TCP, le 443 SYN TCP et un ICMP timestamp, ok. Mais il va envoyer les quatre à suivre sans même attendre la réponse de la première requête. Voilà, alors on va dire ouais putain c'est ultra con. C'est encore ultra con, ceux qui font des nmap-t5, je pense qu'on leur proposait l'option -t10, ils l'utiliseraient, quoi. Donc, quelque part, c'est pas forcément débilode. Ça, c'est pas du tout discret, hein, sur un réseau. Petite parenthèse, de toute façon, je vais exploser le compteur, mais le présentateur était pas là. L'option faire le scan sur 80 en acknowledge, c'est quand même bien malin parce qu'en fait, au niveau réseau, enfin au niveau, on va dire application, eh bien, ça va pas forcer la machine à faire un SYN hack, nous attendre le hack. En fait, concrètement, le serveur en face, il va pas être dans un état un peu bizarroïde, quoi. Là, c'est plutôt pas mal. Enfin bref. On peut en discuter après si vous voulez, sinon ça va être un peu long. En mode utilisateur, on retrouve le 80 SYN hack, le 80 SYN pardon et 443 SYN. C'est vraiment une grosse marquante de Nmap quand on utilise cette fonction de découverte de host. Alors il y a la possibilité de dire à Nmap, tu découvres pas ton host, par défaut, fais-moi confiance, il est up. Il y a l'option tiret grand P petit n. Bon après quand on essaie de découvrir un réseau, c'est quand même plus pratique de laisser Nmap le faire, quoi. Je vous ai mis le petit indicateur de discrétion. Moi, je considère que c'est pas très discret. Hein, quand on essaie de se connecter sur le port 440, enfin sur le port, on scanne un serveur sur le port SSH et arrivé là, on se rend compte qu'il essaie de faire des connexions sur le port 480 et 443. C'est quand même un peu con, quoi. Il fait pas trop ce que je lui demande, quoi. L'option aussi, enfin un truc aussi qu'il fait naturellement, c'est qu'il va faire une requête de résolution inverse DNS, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mis l'option -petit n, eh bien Nmap va s'intéresser à votre DNS de rattachement, donc celui qui est déclaré sur votre machine. Quel est le nom associé à telle adresse IP, quoi. Donc quand on est sur Internet, à la rigueur, on s'en tape. Quand on fait réaliser la prestation à partir du réseau interne, c'est un peu dommage parce que tout le DNS de l'entreprise est au courant de toutes les machines que vous scannez, quoi. C'est peut-être un peu ballot, surtout quand on essaie de rester discret, quoi. On arrive au fameux service scan.
où on a fait, vous vous souvenez, donc c'est marqué en haut à gauche, en haut à droite, nmap-sv, ok, mais on n'a pas défini de port, quoi. Donc déjà, petite remarque, ça se limite uniquement au protocole TCP, et ça scanne les 1000 ports les plus usuels. Alors, la légende urbaine, c'est les 1000 premiers ports, les 1000 ports les plus utilisés. Donc je me suis dit, ça me gave, au moins je vais regarder, puis on va voir ce que c'est, quoi. Voilà la petite question. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 1000 ports, ils sont extraits d'un fichier, hein, donc ils sont dans leur ressource de Nmap, qui s'appelle Nmap Service, dans lequel on retrouve le nom du protocole, le port, le protocole concerné, un champ important qui est l'open frequency, et un commentaire, quoi. Et quand on réalise ce scan, en regardant donc sans mettre d'option, un truc intéressant, c'est de savoir quelle est la valeur de ce champ open frequency, des 1000 ports qui sont scannés, quelle est la valeur la plus basse du champ open frequency, quoi. Bon, ce qui a été constaté, donc c'est pas inventé, hein, c'est un constat, on fait des petits calculs, un grep, c'est pas complet, c'est pas super compliqué, c'est 0,00152, quoi. Concrètement, cette valeur, c'est la probabilité que le port soit ouvert, quoi. Que l'on trouve ce port sur le réseau, quoi. Quand on regarde un peu d'où vient ce fichier, donc moi ce que je me suis dit, je vais prendre la première fois que ce fichier est apparu, c'est-à-dire en 2012 sur la version 6, et la version actuelle, hein, donc 2022, quoi. Donc en faisant un diff, on constate qu'il y a 7536 nouveaux services, c'est cool. Il y en a 22 qui ont une valeur de open frequency supérieure à 0. Donc on dit, bah ok, bah ceux-là, il y a de grandes chances pour qu'ils soient pris en compte dans mon scan si je mets pas d'option. Bon, sur les 22, il y en a que 4 qui ont une valeur supérieure à 0,00152. Ça réduit encore beaucoup. Et quand on regarde ces protocoles, c'est que l'UDP, quoi. On va se remettre dans le contexte, on fait un petit Nmap, on n'a pas mis d'options, donc ça va être que du TCP. Donc concrètement, là, il y a peut-être un petit problème. Et surtout, quand on regarde la valeur open frequency des services qui étaient découverts auparavant, elle n'a pas changé, quoi. Donc concrètement, on se retrouve, on peut se poser la question, est-ce que le paysage informatique de 2023 correspond à celui qu'il y avait en 2012 ? Qu'actuellement, c'est impossible de définir, de scanner avec, je dirais, l'environnement de nos jours, quoi. Pour les plus vieux, hein, ceux qui connaissent NNTP, hein, le fameux protocole qui s'appelle le News Network Transport Protocol, hein, là où on envoyait des nouvelles, hein, on postait des nouvelles, on se demandait pourquoi Goldorak faisait un tour dans son truc là pour se transférer, bref. Il est avec un score de 0,003. Dans les réseaux, on le trouve plus, hein, clairement. Par contre, WinRM et Docker, eux, ils seront pas scannés, quoi. Donc, pour relire quelques petits rapports de prestations ou d'élèves, un Nmap sans option, sans mettre de port, c'est zéro, quoi. Ça a aucune plus-value, quoi. Il y aura une vision, certes, hein, le 445, oui, on va le retrouver, quoi, mais c'est un peu biaisé, quoi. Souvenez-vous, auparavant, il y a bien longtemps, ou plus certains par l'école, donc TCP, UDP, donc TCP, mode connecté, etc., c'est super fiable, hein. Mode UDP, c'est ce que j'appelle le send and pray, quoi. On envoie puis on prie pour que le paquet arrive. C'était la grande différence de ces deux protocoles. Ce qu'on va faire, on va regarder un peu plus en détail comment fonctionne Nmap quand il est en mode TCP. Ça peut être, je me suis dit pourquoi pas, hein, ça peut être marrant, ça peut être sympa. Donc en tant qu'user, il y a rien de notable, hein. C'est concrètement, c'est beau, ça respecte la RFC, c'est assez carré. Par contre, en tant que route, c'est pas pareil, quoi. Parce qu'en tant que route, donc vous avez un champ, donc c'est la taille de fenêtre Windows, donc j'ai mis la définition, hein, donc Windows TCP, fenêtre dynamique qui détermine le nombre d'octets sans accusé de réception qu'un système peut envoyer à un autre, quoi. Donc cette valeur-là sur un Windows, par exemple, c'est de 65K, quoi. Et quand on fait notre scan à partir d'un Linux en tant que route, hein, bon là le premier scan il était fait aussi à partir de Linux mais en tant qu'user, c'est toujours 1024. Voilà, ça fait un peu bizarre, hein. Donc ça normalement ça devrait attirer un peu l'attention de certaines personnes, en tout cas ceux qui observent le réseau. On arrive facilement à détecter qu'une personne scanne qui utilise Nmap en tant que route, en tout cas. Ça c'est le premier point, donc c'est pas super discret, quoi. Et c'est claqué en dur. Deuxième point, quand on regarde comment se passe notre scan, donc mode user, je suis toujours sec, hein, je trouvais rien. Par contre, en tant que route, il y a un truc qui est super sympa, c'est que le port source est réutilisé. Souvenez-vous, hein, en tant que route, Nmap il construit ses paquets, hein, il est pas débile, hein, il sait le faire. Et le numéro de séquence, c'est toujours le même. Et ça, techniquement, c'est impossible. Parce qu'à chaque fois que la machine va vouloir qu'une machine lambda veut essayer de parler, le numéro de séquence sera forcément différent, quoi. Là, c'est cool, quand on scanne un même host,
et ben on se rend compte que c'est le même numéro qui est utilisé pour ce host. Bon, c'est un peu marquant quand même, hein. Voilà. Alors, on va regarder un peu plus près comment ça fonctionne TCP. Donc TCP, je dis, c'est NPRE. Concrètement, on a notre petit paquet et tout repose sur, je dirais, je vais pas dire la grammaire, mais on va dire, c'est est-ce qu'on parle le même langage que le service distant. C'est-à-dire concrètement, si j'envoie une requête SNMP sur un serveur DNS, il va pas me répondre en face. Et ben là, c'est pareil, quoi. En UDP, le principe, c'est j'envoie, il faut que je parle le même langage. C'est le développeur qui décide si oui ou non il renvoie un message d'erreur en SNMP, ou bien la majeure partie du temps, ça répond pas. Et on se retrouve dans des cas un peu particuliers. En l'occurrence, soit ça répond et on sait que c'est open, soit on se prend carrément un message ICMP qui dit « t'es gentil mais il n'y a rien au bout », ok, ça c'est close. Et Nmap, parfois, il vous marque « open filtered ». La raison, elle est simple, c'est que soit on ne parle pas le même langage, soit il y a une latence, on n'a pas reçu la réponse, soit c'est carrément filtré, quoi. Et c'est pour ça que Nmap ne sait pas se positionner sur ce type de protocole, quoi. En TCP simple, hein, SYN, SYNAC, ACK, le free and check, en UDP c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Quand on regarde comment ça fonctionne, cette découverte de services, eh ben, ce qu'il faut voir, c'est que, en tout cas pour l'UDP, hein, parce que le TCP, SYN, SYNAC, on va dire que c'était propre, pour l'UDP, il y a un fichier qui s'appelle Nmap payload, et dans ce fichier-là, on retrouve des payloads qui sont statiques. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis en exergue celle qui concerne la découverte du service des HCP, où si vous trouvez cette adresse MAC sur le réseau, c'est que normalement vous n'êtes pas tout seul, hein, je vous dis tout de suite. Et ça sera là, par contre, c'est du 100% sûr, c'est du Nmap et il n'y a pas besoin d'être route, hein. C'est dans les payloads, comme elles sont claquées en dur, ça sera toujours la même adresse MAC qui va faire la requête. Objectivement, c'est un peu marquant. Objectivement. De même, l'envoi est séquentiel, c'est-à-dire que au même titre, souvenez-vous, quand il essaie de découvrir une machine distante, si elle est up, il prenait ses 4 trames, l'ICMP, les 2 trames TCP et puis encore une trame ICMP, il balançait comme un bourrin. Et là, c'est pareil, il vous fait la même. Donc j'ai mis une petite copie d'écran. Donc il prend, là c'est pour la découverte du service NBT Stat, il prend les 3 requêtes, il balance comme un bourrin et il regarde après la réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que je peux définir si effectivement le service est up ou pas, quoi. Nmap, c'est un automate, hein. C'est super bien wheelé, mais bon voilà, c'est un peu de mal, quoi. Du moins, en tout cas, ça a un peu de mal à évoluer avec tout ce qui est contrainte, NDR et tous ces trucs-là un peu nouveaux, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui se cache sous ces services? On sait que la machine est up, on sait que derrière, il y a le port, je sais pas moi, 80 qui est ouvert en TCP. Ok, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ce qu'il faut bien prendre en compte, que le service CAN, ça dit il y a quelque chose derrière. Et maintenant, ce qu'on va faire, l'identification des services, c'est qu'est-ce qu'il y a. Donc pour ça, on emploie la même logique, on envoie un stimuli. Ce stimuli, dans le premier cas, il y a une réponse, oui, ok, il y a quelque chose. Dans le deuxième, on récupère la réponse, on va traiter cette réponse et on peut utiliser également, par défaut, hein, si vous faites -sv, c'est tous les scripts de la catégorie version des NSE qui sont exécutés, quoi. Mais ça va nous permettre d'affiner et d'essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Ce fichier, en l'occurrence, qui permet de deviner ce qu'il y a derrière, hein, donc c'est Nmap Service Probe. Vous voyez, il n'y a pas énormément, hein, 148 probes, c'est pas énorme, hein. Et c'est le principe, j'envoie mes queries, hein, donc on va dire niveau 1, 2, 3, 4, modèle OSI, de toute façon on sait qu'il y a quelque chose derrière, et là c'est uniquement de la data, quoi. On envoie la requête, on récupère, on parse. Est-ce que ça match? Oui, ça match. Dans quel cas ça correspond? Il y a de grandes chances que ça corresponde à ce truc-là, quoi. C'est la logique que je vous ai montrée ici, hein. Si par contre le regex ne matche pas, le nom du service qui est affiché, je vous ai pris votre place au début, je suis désolé. Si au début ça ne matche pas, le nom qui va être affiché sera celui qui sera renvoyé par Nmap Services, quoi. On peut très bien rajouter des payloads, hein. Si vous regardez, vous rentrez à la maison, vous faites un git clone et vous regardez 5009 en UDP, c'est bien identifié, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Si on veut identifier ce qu'il y a dessus, il y a simplement à prendre du code, à partir du moment où il est traité, hein. Là, en l'occurrence, c'est service RelVNC sur lequel on a un peu travaillé. Vous prenez cette payload, vous la parsez, et la réponse, si vous retrouvez, là, en l'occurrence, en bas, ça correspond à un session ID. Si vous récupérez ça, il y a de très très fortes chances pour que le service en face soit effectivement service RelVNC, quoi.
Un inconvénient, alors j'ai dit c'est statique, déjà ça c'est un peu chiant, mais en plus dedans il y a des marquantes un peu partout quoi. Et ça, on va dire, il y a juste à mettre une sonde lambda et ça match dans la foulée quoi. En l'occurrence, si on veut découvrir on a un service sur le port 3389 qui est un RDP, donc Nmap, ok, il sait que 3389 c'était le regex, je balance la sauce. Ben, il va voir dans le cookie, vous avez le champ Nmap. Bon bah là, je dirais à parser, il y a juste à faire un regex sur les trames et ça sonne aussitôt quoi. C'est un peu marquant. De même, quand on va lancer notre scan, quand il va voir un port 443, il va essayer de scanner, enfin, il va envoyer des datas pour dire, voilà, bonjour, je fais du SSLv3, quoi. Bon, SSLv3, depuis 2015, il n'y en a plus sur le réseau. Si vous envoyez dans le Volug, c'est que normalement, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage, quoi. Bon, j'espère que pour le moment, vous suivez. Hein, je suis un peu speed. Hein. On va voir maintenant les scripts NSE. Hein. C'est sympa aussi, quoi. Donc les scripts NSE, donc c'est du LUA. Donc voilà, c'est fortement typé. Bon, c'est un peu indigeste au début, mais on s'y fait. Hein. Il y a deux répertoires importants. Donc le répertoire NSE Lib où on a les librairies de base. Et puis donc les scripts. Hein, il y en a qu'on a mis là 604 scripts. Et donc 14 catégories. Et nous, ce qui nous intéresse avec notre -SV, c'est la catégorie version, quoi. Pour qu'un script NSE se déclenche, c'est la même logique. Hein. Il faut que ça respecte, il faut que ça matche la condition du port ou du protocole, quoi. Quand on fait un scan, là, super, Nmap a découvert le port 80, j'ai mis mon option -SV, allez, je balance la sauce. Et quand on s'intéresse juste au champ des datas, parce que c'est là où, on va dire, les scripts NSE vont agir, et on se rend compte qu'en fait, il y a une suite logique. C'est-à-dire que le déclenchement des scripts est séquentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous pourrez regarder en rentrant, hein, Wireshark, Nmap, PAN, vous allez avoir un get slash, donc ça c'est l'identification du service, hein, c'est la première routine, et après c'est les scripts NSE qui viennent en renfort, quoi. En l'occurrence, il y aura le post SDK pour découvrir la version, c'est le module VMware version qui se lance, etc., etc. Enfin bref, il y a juste à lire. Hein. Donc c'est assez marrant, et c'est surtout assez marquant, quoi. Surtout le Nmap lower check qu'on va aborder juste après, un peu plus loin, quoi. Alors ça, il y a la possibilité de changer ses valeurs. C'est-à-dire que, je dirais, RTFM, hein, donc dans la doc, il est mentionné comment faire pour modifier ses arguments. Hein. Il faut regarder le script NSE, on ouvre, certains sont commentés, d'autres pas du tout. Donc le user agent, hein, en l'occurrence, c'était port 80, le user agent, ça sera Nmap Scripting Engine. Ça, normalement, ça sonne. Si vous avez fait des pentests et que ça n'a pas sonné et qu'il y avait un SOC, c'est ballot. S'il y a un challenge NTLM, c'est pareil. Si on n'a pas défini quel est le nom de la machine, par défaut, ça va envoyer Nmap. Et puis ok, les Nmap resources, sur ça, celui-là, il est vraiment bien, quoi. Donc ça vient d'une fonction qui s'appelle Identify 404, qui est dans la ressource http.lua, quoi. Donc ça, c'est non prédictible parce que vous voyez, ça prend en paramètre la date et l'heure. Donc on va dire c'est pas prédictible. Donc celui-là, un peu gênant. Les deux premiers, on peut les changer, par exemple. Hein. Donc c'est des arguments en ligne de commande. Malheureusement, on peut pas tout changer. Et en l'occurrence, Identify, lui, on peut pas le changer comme ça, quoi. Bon, on peut pas le changer. Du moins, c'est pas prévu en ligne de commande, quoi. Le problème, c'est quand ce fichier-là, c'est quand cette fonction est appelée dans tous ces scripts. Donc tous les scripts. De toute façon, c'est simple. À partir du moment où vous avez HTTP, c'est banco, quoi. Donc à un moment, dans le code, il y a je teste, je veux savoir quelle est la page 404 pour définir si effectivement le script est dans le vrai ou dans le faux, quoi. Donc là, c'est un peu con, quoi. Donc moi, ce que je peux recommander, c'est déjà, apt-get install Nmap. Quand on veut faire juste du pentest à mamie, ok. Quand on a juste besoin ponctuellement, ok. Quand on a besoin d'avoir un certain niveau de discrétion, pas du tout, quoi. C'est pas bien, quoi. C'est mal. Donc personnaliser l'installation. Pourquoi ? Parce que vous allez dire ouais, non mais c'est bon, avec les options, je peux remplacer. Vous allez faire une fois, ouais. Et la deuxième fois, ouais. Et la troisième fois, ah merde, j'ai oublié, ballot. Vous avez paumé 3 semaines de boulot, quoi. Ça, c'est un peu con, quoi. Donc autant claquer ça dans votre installation, hein, quitte à il faut la personnaliser, quoi. C'est pas super compliqué. Ça demande, certes, le ticket d'entrée est un peu élevé parce qu'il faut lire un peu tout, hein, mais c'est nécessaire à partir du moment où on veut rester discret, quoi. Faut développer un peu du script LU1. Ça fait, je crois que ça doit faire 1 an et demi que quand vous utilisez Nmap-SV sur le port 445, ça vous dit 445 open, point barre. Et là, quand c'est du 445 et ça vous donne le nom de la machine et puis tartiti-là, c'est parce que le SMB V1 est activé. Bon, déjà, ça c'est mal. Mais en l'occurrence, si c'est du V2, ça marche pas, quoi.
Bon, il y a une soumission qui a été faite, je crois, il y a 1 an, mais c'était pendant le Covid, c'est un peu le bordel, quoi. Mais ceci dit, c'est tout à fait faisable, hein. Personnaliser ses scripts, c'est un investissement certes, mais franchement, si vous faites vraiment des missions où il faut rester discret, c'est pratique, quoi. Bon, alors, allez, je suis sur la dernière ligne droite, quoi. Nous, quand on réalise des missions de Red Team, à chaque fois qu'on appuie sur la touche entrée, on se pose la question, quoi. C'est quoi le pourcentage quel est le risque de me faire cramer, quoi? Je veux quoi comme information et potentiellement qu'est-ce qui va me cramer? Je suis désolé, mais je me la pose à chaque fois. Ça fait un peu, mais c'est pratique, quoi, pour pas se faire cramer, quoi. Il faut évaluer aussi la maturité du client. C'est-à-dire que la boucherie sans os, vous pensez bien qu'elle elle fonctionne pas de la même façon que Airbus, quoi. Donc le SOC, ils en auront pas. Il y a plein d'architectures qu'ils auront pas. Gérer la boucherie sans os, à la rigueur, je peux faire une map sans option, je m'en tape, quoi. Certaines prestations, ça marchera pas comme ça, quoi. Il faut se renseigner également. Il y a beaucoup de fuites en OSINT où vous avez les personnes de telle ou telle société qui travaillent sur tel ou tel composant réseau, quoi. Bah, c'est de l'info, ça, c'est gratos, quoi. Ça vous permet au moins d'arriver dans la société. Vous pensez, il y a des zones qui sont critiques et qui sont potentiellement chauffées, quoi. Bon, s'il y a un SOC, bon, ça après on peut se renseigner. Et puis bah, les protocoles qu'on observe sur le réseau, hein, c'est une intrusion, c'est cyclique, hein. On fait un pas, ok, on fait l'environnement, on regarde où on est, on regarde ce qu'il y a et après on continue, quoi. Prendre en compte l'aspect métier, c'est aussi une phase importante. Alors je vais dire, ouais, mais enfin, ça n'a rien à voir avec Nmap. Bah si, parce que je vais pas me comporter de la même façon si je sais que je m'approche dans un réseau d'automates que si je m'approche du réseau du secrétariat, quoi. S'il y a des automates, s'il y a des vieux automates, bah, la pile IP, c'est pas une pile IP d'ordinateur, quoi. Elle est pas prévue pour résister à un scan 65 000 ports juste avec du hack. Ça se trouve, l'automate, vous allez foutre en croix, déjà, c'est pas forcément très intelligent. Et si en plus c'est en production, vous êtes mort. Donc ça, c'est pas la bonne idée. C'est déjà arrivé, hein, donc... anticiper les habitudes des utilisateurs, il faut se noyer dans le bruit, quoi. Nmap, c'est très bruyant. Donc faut se cacher là-dedans, quoi. Les horaires d'ouverture, ça rejoint un peu la personne hier qui faisait la rétime, l'intrusion dans les bureaux. Bah, c'est la même chose, hein, faut pas se leurrer, hein. C'est juste que bah, on reste le cul sur notre chaise, c'est plus sympa. Les événements internes, privilégier le snipe à la sulfateuse. Alors un truc qui est con, c'est d'utiliser Nmap. On sait que c'est une machine de secrétariat, on utilise Nmap avec toutes les options. C'est complètement débile, quoi. Parce que là, au niveau réseau, ça va forcément gueuler. En tout cas, s'il y a quelque chose, hein. Parce que chercher Oracle, MySQL et MSSQL sur la même machine, c'est du rêve. Voilà, et privilégier les applications spécialisées, quoi. Avec CrackMapExec, à partir du moment où il y a du 445, c'est l'outil qu'il faut utiliser. Ou InPacket, c'est fait pour ça, quoi. Faut arrêter de s'entêter parfois à utiliser des trucs un peu chelous, quoi. Bref. Bon. 30 minutes, c'est passé. Objectivement, il me faudrait facilement 1 heure pour parler de ça, parce qu'il y a plein d'options. Oui, par exemple, une option, le SOC, je vous ai dit, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Enfin bref. Nmap, à l'origine, c'est un outil de cartographie réseau, quoi. Donc quand j'entends Nmap qui est utilisé en Red Team, soit ça passe crème, auquel cas, bah, vous avez de la chance parce qu'il n'y a pas de son, donc en tout cas, là, son des merdes. Mais normalement, avec ces options-là, ça devrait pas fonctionner. Enfin, de base, Nmap, il va se faire cramer. Donc c'est super simple à utiliser, Nmap, hein. C'est ce qu'on voit en cours, c'est cool. Par contre, dès qu'on a un niveau de discrétion, c'est mort. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Eh bien, merci et bravo pour votre conférence. Merci. On va passer à la partie questions-réponses avec le micro qui est ici, qui va pouvoir se diriger vers le public nombreux, dont je remercie de sa présence. Oui. Pardon. Bonjour. Typiquement, est-ce que vous auriez des alternatives à Nmap en termes d'exercice? On voit que... Alors, c'est une question un peu bête, mais... dans l'idée, on voit, nous, de notre côté, qu'on a une perte de temps et une perte de moyens pour pouvoir redévelopper un outil pour scanner un ensemble d'assets. Si on a envie de rester discret, typiquement, là, l'idée qui me vient, c'est de prendre le Nmap, retravailler le code et faire un truc à ma sauce pour que ce soit super discret. Quand on prend la partie payload qui envoie une MAC adresse, on peut se dire, bah tiens, on va rajouter un module qui va randomiser la MAC adresse ou rajouter depuis une word list. Est-ce que vous auriez des alternatives à ça sans qu'on ait besoin de reprendre le code et de retravailler pendant des mois ou des jours en fonction de notre dev l'outil Nmap? Alors je suis pas normand, mais je vais te faire une réponse de normand, ça dépend de ton job. C'est-à-dire que si
Enfin, ça dépend. Moi, je suis plutôt du genre à réutiliser ce que j'ai sur place, quoi. C'est-à-dire que quand j'arrive sur un serveur, bon, prendre un Nmap, le certifier, le déposer, déjà, c'est prendre un risque qui est pas négligeable, quoi. Par contre, trouver Netcat sur les machines, celui-là, il est tout en, et l'option "-e", je m'en tape. Mais par contre, avec Netcat, on peut très bien faire des scans, quoi. Donc ça, c'est le premier point. La version, à la rigueur, je m'en tape. C'est-à-dire que si je trouve... donc ça, c'est pour découvrir s'il y a un service. S'il y a un port 80, bah, je vais utiliser un navigateur. Et en l'occurrence, je vais essayer d'être pas trop con, c'est-à-dire que je vais prendre, si je sais que c'est un parc Windows, je vais au moins prendre un utilisateur qui va envoyer avec un user agent en tant que Windows, que ça c'est pareil, enfin ça se passe. Après, si je dois faire toujours dans le mode Red Team, hein, genre je dois pas me faire cramer, quoi. Le truc que j'ai avec moi, c'est le temps. C'est-à-dire que ce qui va observer sur le réseau, ça va observer une fenêtre de temps, donc avec ça va comprendre un statut, hein. Et si je veux, après définir la fenêtre de temps, c'est pas évident, ça je te l'accorde, quoi. Mais moi, ce que je ferais, même utiliser une map, ça me dérange pas, hein, je l'ai marqué, j'utilise une map, quoi. Mais ce que je fais par contre, c'est que j'espace énormément le scan quand je veux vraiment me taper une machine. Et surtout, enfin, si je sais que je suis dans un réseau où potentiellement j'ai un réseau Windows, je vais déjà faire peut-être 5 ou 6 ports lambda, quoi. Et une fois que je commence à, ok, je pense que cette machine-là correspond à ça, je commence à élargir au fur et à mesure, quoi. Mais ce que j'ai avec moi, c'est le temps, quoi. Ok, donc en gros, dans le cadre d'un exercice où on a envie d'être discret, la meilleure solution, de toute façon, ça me viendrait pas à l'esprit de tirer un ImPacket et de le pousser sur une machine, par exemple, sachant que ça peut être détecté très facilement. Dans le cadre, nous, c'est plus sur du scan d'assets où on aimerait bypasser un firewall ou ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de se dire, bah là, on va faire du cas par cas et on sait que ça a été détecté par la MAC adresse, bah on va modifier ce module Nmap et petit à petit, on s'adapte et... Bah, ça dépend d'où tu viens. C'est-à-dire que si tu viens d'Internet, quelle est l'entreprise qui s'est pas déjà fait scanner la tronche? Voilà. Levez la main. Enfin, donc là, à la rigueur, si c'est sur Internet, je vais pas utiliser ma version que j'aurais tunée, quoi. J'en ai rien à péter, clairement, quoi. Par contre, à partir du moment où je commence à rentrer dans le réseau, ouais, là, je vais utiliser mes outils, quoi. Je vais pas utiliser le truc lambda parce que le truc lambda, il va se faire chauffer, quoi. C'est exactement comme Metasploit, où, pour ceux qui utilisent Metasploit, hein, il y a MSF Payload. Enfin, tous les payloads, on peut les recompiler, quoi. Bah, c'est la même logique, quoi. Quand je pars à la guerre, je prends mes payloads, je les recompile, je les tune de façon à évader un peu la signature. Bah, c'est cette même logique que j'utilise, quoi. Merci. Plaisir.